de célébration du plus grand mystère, du mystère ultime. Je voudrais commencer en partageant quelques paroles de mon guide, de mon maître spirituel, Osho. Lorsque quelqu'un meurt, une personne que vous connaissiez, que vous aimiez, qui partageait votre vie, qui était devenue une partie de vous-même, quelque chose meurt en vous aussi. Bien sûr, cet être vous manquera, vous ressentirez un vide, c'est bien naturel. Cependant, ce vide peut être transformé en une porte. La mort est une porte. La mort est le seul phénomène à échapper à la corruption humaine. En dehors de la mort, tout a été corrompu par l'homme, tout est pollué. La mort seule reste vierge, incorrompue, inviolée. L'être humain est perplexe. Il ne sait que faire de la mort. Il ne la comprend pas. Il ne peut la réduire à un ensemble de connaissances. C'est pour cela que la mort reste incorrompue. C'est le seul domaine non pollué de notre monde actuel. Depuis des siècles, on dit que la mort est le contraire de la vie, l'ennemi de la vie, la fin de la vie. Et ça nous effraie. Nous ne pouvons pas nous détendre, nous ne pouvons pas nous laisser aller. Or, si vous ne pouvez pas vous laisser aller à la mort, vous serez tendu tout au long de votre vie, puisque la mort est inséparable de la vie. Tant que vous n'acceptez pas la mort, vous restez incomplet, vous êtes bancal, mutilé. Lorsque vous acceptez la mort, vous êtes équilibré. Alors, vous acceptez tout, le jour et la nuit, l'été et l'hiver, la lumière, aussi bien que les ténèbres. Lorsque les deux sont acceptés, les deux polarités de la vie, vous trouvez l'équilibre. Vous êtes apaisé, vous devenez le tout, vous êtes accompli. Je voudrais laisser un peu la place à mes parents. Joséphine, que ce ami appelait José, et Charles. Voici le jour de leur mariage, en 1939, je pense. Et voici une soixantaine d'années plus tard, toujours avec beaucoup de tendresse et d'amour. Et les voici entourés de leurs 3 enfants, mon frère Charles, ma sœur Régine et moi-même, Joël. Alors, il y aurait tellement de choses à dire, à partager sur leur vie, sur leur union, qui ont duré 67 ans, presque du rêve de vie. Mariée à 24-25 ans et partie au-delà à 92 ans. 67 ans de vie commune. Quelle leçon, quel témoignage. Alors je ne veux pas enjoliver, embellir. Tout n'a pas été facile pour eux, tout n'a pas été facile pour moi en rapport avec eux, loin de là. Et en même temps, au fil des années, au fil des thérapies, au fil de la maturité, quelque chose a profondément changé pour moi. Qui passait de la rébellion, la révolte, des jugements, à un peu plus de compréhension et d'acceptation, jusqu'à une compréhension plus grande et une immense gratitude pour ceux qui m'ont apporté, ce qu'ils ont su m'apporter, et c'est beaucoup, y compris leur présence au quotidien et leur support à tous les moments de ma vie où j'en ai eu besoin, et ça a été plusieurs fois le cas. Mais aussi pour ce qu'ils ne m'ont pas apporté, à cause non pas de leur mauvaise volonté, mais de leur propre limitation culturelle, familiale, de leur croyance, de leur éducation. Et ce qu'ils ne m'ont pas apporté est aussi précieux que ce qu'ils m'ont apporté, parce que ça m'a mis en chemin, m'a permis de chercher, d'aller très jeune, travailler sur moi, de voyager, d'aller en Inde, de rencontrer Osho, entre autres, en particulier. Ça a permis de changer ma vie, de vivre des partages comme on vit aujourd'hui, ensemble. Donc ma gratitude maintenant s'étend à tout cela, à la lumière et aux soi-disant ténèbres,
au bon moment partagé avec eux et aux douleurs, aux blessures qui ont été là aussi. Peu de gens se remettent en question dans leur âge avancé. Une chose, parmi beaucoup d'autres, mais une chose dont je veux témoigner par rapport à mes parents, c'est qu'à l'âge de 70 ans, ils ont changé quelque chose de fondamental dans la vie quotidienne de nous, êtres humains. Ils ont changé complètement leur alimentation. Une alimentation française, traditionnelle, de qualité, mais traditionnelle, à être complètement macrobiote. Ce qui est un virage quand même à 180 degrés. J'étais stupéfait et tellement heureux, moi qui étais végétarien, d'arriver, de ne pas trouver la viande, les pâtes habituelles, mais le riz, les petits légumes, les algues, des macrobiotes. Et ça leur a réussi parce qu'ils ont vécu une longue vie. Je pense à prolonger beaucoup leur vie. Et ce changement était tellement spectaculaire, ça m'a profondément touché. Ma mère aussi a commencé le yoga à 70 ans. Un très beau moment, un moment presque de réconciliation, de rencontre entre la vie que je menais depuis des années, j'animais des stages depuis pas mal d'années, et le mode de vie de mes parents, c'est ce que l'enseignant de yoga de ma mère est parti en vacances en Inde, et je ne sais pas comment ma mère avait l'idée de me suggérer que je vienne le remplacer pour un cours. Alors c'était la doyenne, il y avait toutes ses copines qui étaient là, que des femmes, et moi j'ai fait un peu un pot-pourri des méditations actives d'Osho, et elles ont adoré. J'ai fait danser, faire du shaking, faire du gibberish, elles n'ont jamais fait ça. Et après elles ont dit, regarde, mais ton fils, il est formidable, il a la chance. Et du coup, celui qui était un peu le canard boiteux de la famille a été un peu plus vu comme le signe blanc que j'essayais d'être. En tout cas, ça a transmis quelque chose. Et aussi, une fois, je rentrais très vibrant d'énergie de la l'ashram d'Osho en Inde, mon père était vraiment dans un pit de taille. Il m'a accueilli à la gare, mais il arrivait à peine à marcher, il était tout dit. Pendant 15 jours, je donnais une séance magnétique le matin et le soir. Ça fait beaucoup de bien. Et après, pendant des années, il insistait pour que je m'installe. Comme guérisseur à Marseille, il voulait me prêter de l'argent pour ça. Je dis, papa, je suis animateur, je ne suis pas guérisseur. Mais ces moments importants dans une vie où deux mondes se rencontrent. Tout d'un coup, il y a une reconnaissance et ça fait du bien. Ça s'est passé de notre vivant. Et pour ça, je suis vraiment très heureux, plein de gratitude. Je ne vais pas être trop long, il y a beaucoup de choses à dire, mais je voudrais peut-être parler de leur fin de vie. Et j'habitais à Hawaï depuis pas mal d'années, et j'ai perçu des messages comme quoi ils s'approchaient vraiment de la fin de leur grande existence. Donc j'ai fait ce choix, donc je suis tellement heureux de revenir pendant la première fois 5-6 mois, repartir à Hawaï, puis revenir encore 6-7 mois, et d'avoir été là, proche d'eux, pendant les derniers mois, semaines et jours de leur vie. Et ma mère est morte, non pas d'Alzheimer, mais avec Alzheimer. Et comme a dit très bien quelqu'un dans le groupe, il y a un jour ou deux, elle a fait le choix de quitter son corps en toute discrétion la nuit. Je n'ai pas pu être là, j'étais là quelques heures après. Et la dernière fois où on s'est vu, où elle m'a reconnu, c'était tellement beau, elle ne reconnaissait plus personne. Elle a dit, Joël, mon fils, elle a embrassé avec une force, tout son être. C'est un tel cadeau. Et son esprit est parti, et j'ai senti qu'il y avait aussi la simplicité de son cœur qui était là, au-delà de la forme, au-delà du mental. Cette belle présence avec laquelle elle s'est apaisée, dans laquelle elle est partie. Et quand elle est partie, mon père a dit, je veux partir aussi. Je veux la rejoindre. J'étais atteint d'un cancer de la prostate et de la vessie. Le médecin disait qu'il y avait encore pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais j'ai senti intuitivement qu'il ne va pas rester plus que 3 mois. Et il est parti 3 mois jour pour jour. Après, ça compte. Et là aussi, je n'ai pas pu être présent à l'hôpital. Parce que le médecin disait, il y a du temps. J'habitais à 2 heures de voiture. Et comme à Saint-Verdi, papa est parti, j'ai fait ma valise, je suis venu tout de suite. C'était tard le soir sur l'autoroute, donc on va vers Marseille. Et je ne suis pas quelqu'un qui est
habitué à avoir des visions, du tout. Et là, sur cette autoroute presque déserte, peu avant d'arriver à l'hôpital, j'ai eu une vision. On peut dire dans le ciel, on peut dire dans une dimension subtile, j'ai perçu ma mère dans son corps de lumière qui était là. Pour accueillir l'âme de mon père. Je la rencontre dans le ciel, dans la lumière, en dehors de l'incarnation sur terre, comme le fruit ultime de leur union. J'ai senti qu'à travers, au-delà, toutes les vicissitudes de ce plan terrestre, toutes les limitations, toutes les contraintes, il y a cette belle aventure humaine, ce lien profond, tellement profond d'être, d'âme, à travers le corps et au-delà du corps, qui peut se créer comme ça dans ce cheminement de toute une vie, et qui n'est pas fini avec la mort, qui peut au contraire prendre une amplitude que j'ai du mal à me représenter, mais que je sens immense. Que la mort est cette ultime illusion, et que toutes les fleurs qui ont poussé ici vont s'épanouir dans cette autre dimension, après ce passage. Alors, comme le disait Osho, lorsqu'on parle, lorsqu'on vit la mort d'être proche, Kodaebe avec Yonashuni, bien sûr, ça nous renvoie à notre propre mortalité. Et j'ai envie de parler un peu de mon rapport à la mort, de comment ça a évolué, ce que ça m'a apporté. Et pour moi, ça fait tout à fait sens dans l'esprit du tantra. Souvent, on parle du tantra sous l'aspect énergie sexuelle, ce qui est bien sûr fondamental. Mais pour moi, dans ce que j'en comprends, il y a vraiment ces deux pôles comme les deux rives d'une rivière. La rivière de la vie, de cette magnifique énergie sexuelle, de désir que nous portons. Et l'autre berge de la rivière, c'est l'amour. Et si on n'a pas les deux berges pour canaliser le mouvement de notre vie, c'est comme si on marchait sur une seule jambe, ou si on essayait de voler avec une seule aile. Pour moi, la conscience de la mort, de notre mortalité, la conscience de ce mystère, et la conscience de l'inévitabilité de cette rencontre, pour chacun et chacune de nous, donne vraiment toute sa pleine substance à la vie, toute la pleine appréciation de ce cadeau incroyable, qui d'être vivant, d'être incarné, avec à la fois les limitations, mais aussi l'immense potentiel que nous avons. Le potentiel de créer, le potentiel de se rencontrer, de partager. Le potentiel de s'aimer. La présence de la mort, la conscience de la mort fait le tri entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est de notre nature profonde et ce qui est des aléas de la vie, les hasards de la vie. Et cette clarté permet aussi de faire des choix, d'enlever, de délaguer ce qui n'est pas important dans notre vie, de nourrir, d'honorer ce qui est essentiel. Donc je veux vraiment dire que pour moi, avoir cette conscience de la mort, ce rappel de la mort, n'est pas quelque chose de morbide. C'est quelque chose d'essentiel, de profond, et qui réunit ces polarités de joie et de tristesse, de jour et de nuit, de toutes les parts de nous-mêmes. Mon tout premier contact direct avec la mort d'un être proche a eu lieu le 11 septembre 1973, quand mon meilleur ami de lycée, qui était un artiste, un peintre, un musicien extraordinaire, Pierre Ramy, est mort, emporté en quelques semaines par un cancer foudroyant. On avait tous les deux 18. On devait rentrer ensemble à la faculté. Il est mort quelques jours avant.
Ça a été très fort pour moi et tout le groupe d'amis que nous étions très proches. C'était une gifle incroyable. Je m'étais inscrit à une classe préparatoire de l'école de commerce supérieure de Marseille, à Lumini, et lui était la même colline au-dessus, il devait rentrer à l'école d'architecture. Du coup, je n'ai pas senti. Je trouve que le même jour, Salvatore Liadé, qui était le président du FIVIA, a été tué ce 11 septembre. Ça a été aussi une gifle pour moi. Des espoirs. Un socialisme différent dans ce pays qui s'effondrait. Le fascisme qui est arrivé. Et les deux ont fait que je n'ai pas pu rentrer dans cette école de commerce. J'ai pris des cours, je me suis inscrit à la faculté, juste en dessous, en bas de l'UMINI, de la fac de sciences sociales, et encore en section économie. Et un an après, presque jour pour jour, en rentrant de l'UMINI avec ma petite moto, j'ai pas vu la partie bétonnée au début d'une passerelle. J'ai perdu connaissance, j'ai pas eu que le choc. Je me suis retrouvé à l'hôpital, la tête attachée, pendant 3 jours et 3 nuits. Et je n'ai pas su pourquoi ils m'ont pas dit. Et plus tard, j'ai un ami à moi qui était étudiant en médecine, qui a été en stage dans ce même hôpital, qui a vu mon dossier, qui m'a dit, tu sais, pendant 3 jours, tu étais entre la vie et la mort, puisque tu avais un caillou dans une des veines qui monte au cerveau. Et si le caillou montait, tu aurais pu partir. Ça a été très fort pour moi. C'était le 13 septembre, un an après. Et dans les semaines d'extrême sensibilité qui ont suivi, une porte s'est ouverte. Ce qu'on peut appeler un satori. La première expérience d'union avec Gaïa, avec la Terre, avec l'existence tout entière. Il y a aussi l'évidence que l'économie, pour moi, ce n'était pas la priorité du tout. Donc j'ai redoublé mon année, et je suis rentré dans le même deuil, mais en option. Sciences sociales, plutôt psychologie, sociologie, ce qui a été très riche, pas beaucoup apporté. Et la mort m'a frôlé de nombreuses fois, c'est un miracle que je sois là. Les anges gardiens ont été très efficaces. À Hawaï, ils ont pris la forme d'un dauphin qui m'a sauvé la vie en pleine nuit. Et de nombreuses autres fois. J'ai confiance que l'existence prend soin. Quand c'est pas le moment, toujours un miracle. Quelque chose qui se passe. Et lorsque ce sera le moment, je prie pour être capable de m'y abandonner. Je te remercie. Je voudrais aussi lire un passage d'Osho. Ça s'appelle ce paragraphe « Connaître la mort sans mourir ». Osho. La méditation et la mort sont 2 expériences fort proches. La mort dissout votre ego. Il ne reste plus que votre être pur. C'est la même chose dans la méditation. Disparition de l'ego et seule présence de l'existence, de votre être véritable. La méditation vous prépare à mourir. L'éducation que vous avez reçue visait exclusivement les choses de la vie. C'est une éducation limitée. L'autre partie, beaucoup plus importante, puisqu'elle concerne le crescendo de la vie, est totalement niée par les systèmes éducatifs anciens ou actuels. La méditation vous prépare à cette autre partie. Elle vous aide à connaître la mort sans mourir. Et lorsque vous connaissez la mort, en étant vivant, la peur de la mort s'évanouit. Le moment venu, vous contemplerez silencieusement la mort, sachant qu'elle ne peut en aucune manière toucher votre être, pas même l'effleurer. La mort va détruire votre corps, votre mental, mais elle ne peut pas vous détruire, vous. Vous appartenez à la vie éternelle. Le dernier extrait. La mort n'est pas une mort. Elle ouvre une porte. C'est un nouveau début. La vie est sans fin. Il y a toujours un nouveau début. Une résurrection. Si vous transmuez votre tristesse en célébration,
vous serez capable de faire de votre mort une résurrection. Apprenez cet art alors qu'il est encore temps. Ne permettez pas que la mort vous surprenne avant que vous n'ayez acquis le pouvoir alchimique de transmuter le métal ordinaire en métal noble. Si vous pouvez fêter inconditionnellement, vous pouvez rire en mourant, fêter et partir heureux. La mort ne pourra vous affecter. C'est vous qui aurez triomphé